Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, le séjour du Premier ministre ce jeudi à Monrovia, au Libéria. Sur place, le chef du gouvernement a représenté le chef de l'État à l'ouverture de la rencontre sous-régionale sur les mesures et réformes à mettre en place au lendemain de l'épidémie à virus Ebola. On ne va plus les appeler des allocations d'aide, mais des bourses entières, et ce, dès la rentrée prochaine, des bourses nationales pour des études ici au pays ou à l'extérieur, mais ce sera sur des critères bien définis et surtout au mérite. Enfin, l'investiture démocrate à la présidentielle américaine, Hillary Clinton sera une grande présidente, phrase signée Barack Obama. Le président des États-Unis s'est exprimé hier à la tribune démocrate. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, elle se joue d'abord à Monrovia, capitale sous-régionale, des mesures et réformes à mettre en place au lendemain de l'épidémie de virus Ebola. La rencontre s'est ouverte ce jeudi. Sur place, le chef de l'État, coordonnateur sous-régional de la riposte de la maladie, a été représenté à l'occasion par le Premier ministre, comme ici l'homme classe. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet. À l'OBI, à l'Assemblée nationale, débat ce jeudi consacré au code de la marine marchande. Le test a été actualisé, adapté aux réalités du moment. Les députés ont approuvé à l'unanimité les grands axes dans ce reportage de Arnaud Kidif. Le code de la marine marchande adopté annonce les dispositions consacrées au champ d'application, à l'organisation de l'administration maritime, à la navigation maritime sous juridiction nationale. Il régit les activités de commerce, de pêche, de plaisance et des plateformes de recherche pétrolière s'exerçant en mer. Le code de la marine marchande de 1971 obsolète est donc actualisé en tenant compte des nouvelles conventions de l'Organisation maritime internationale ratifiées par le Togo. Toutes ces innovations se justifient par l'apparition et la recrudescence de certaines activités illicites en mer, notamment la piraterie, la pêche INN, la pollution et les crimes organisés. Il traite en outre du statut et de la saisie du navire, des privilèges et des hypothèques maritimes. Le nouveau code de la marine marchande est une véritable innovation pour le secteur maritime de notre pays, en ce sens que les domaines qu'il régit touchent des aspects impliquant plusieurs départements ministériels. Il est à l'avant-garde de tous les textes maritimes nationaux du droit positif togolais. Par son caractère répressif, il prend en compte les dispositions du nouveau code pénal en prévoyant des peines d'amende dissuasives et d'emprisonnement en cas d'infraction et traduit la volonté du gouvernement de combattre à tout prix la piraterie et autres actes illicites en mer sous toutes leurs formes. Il est également en adéquation avec les actes uniformes de l'OADA et les conventions maritimes élaborées sous l'égide des Nations Unies et de l'Organisation maritime internationale. Le Togo ayant fait de la sécurité maritime l'une de ses priorités majeures dans la perspective du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, à Lomé, la non-adoption de ce projet de loi constituerait un déficit juridique pour le pays. L'adoption du code de la marine marchande est donc l'un des fondements juridiques indispensables à tout État côtier pour la réglementation du secteur maritime. L'étude de ce texte a été passionnante, enrichissante, mais exigeait à la fois une grande concentration des élus du peuple. Mais nous avons fait preuve de résilience pour aboutir aux résultats que nous saluons et dont nous sommes fiers. Comme je le disais à l'ouverture de la présente session extraordinaire, il s'agissait pour nous de donner à notre pays des instruments juridiques lui permettant d'être à jour par rapport à ses engagements internationaux avant le sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique qui va se tenir à Lomé au mois d'octobre 2016. Aujourd'hui, c'est chose faite. Toutes les conventions sont ratifiées et intégrées
dans le présent code de la marine et nous nous félicitons donc de mettre notre code de la marine en adéquation non seulement avec les lois nationales, notamment le nouveau code pénal, mais également avec le droit maritime international, public et privé. Le nouveau code que nous venons de voter est donc un instrument tout à fait complet, en ce sens qu'il gère toutes les activités maritimes et nautiques au Togo. Il constitue désormais la référence pour les actes juridiques entre l'État, les armateurs et les gens de mer. Le nouveau code de la marine marchande intègre également tous les aspects des activités maritimes intéressant les populations togolaises, telles que la pêche dans le domaine public maritime, lagunaire et fluvio-lagunaire. Il permettra de booster le commerce maritime international en attirant beaucoup d'investisseurs dans le domaine. Et on vient de l'entendre, le trafic de produits illicites, la drogue en l'occurrence. Le phénomène reste inquiétant, la raison d'ailleurs, par exemple, d'un code de la marine marchande actualisé. Au-delà de la loi, les acteurs se mobilisent. Le cas ici, vous allez le voir, de l'autorité de réglementation des secteurs de poste et télécommunications. Les précisions de Douaré, Antoinette Omao va voir. La lutte contre le trafic de drogue et les produits illicites constitue un défi majeur en Afrique de l'Ouest. Au plan national, le gouvernement mène diverses actions pour enrayer ce phénomène. Parmi ces mesures, l'adoption du plan intégré de lutte contre la montée du trafic illicite de la drogue et le crime en 2009. Dans cette même dynamique, l'autorité de réglementation des secteurs de poste et de télécommunications ARTP met à contribution les opérateurs postaux dans l'exercice de leurs fonctions qui consiste à recevoir et à affranchir des colis. Ceux-ci sont appelés à veiller à ce que le réseau de postes ne soit pas utilisé à des fins illicites. Certains clients peuvent utiliser le canal de la voie postale pour véhiculer peut-être les produits illicites ou produits prohibés. Donc c'est pour prévenir que nous avons voulu donc initier ce séminaire pour donc permettre aux opérateurs postaux de pouvoir donc être vigilants. Pour les autorités togolaises, pas question de baisser la garde. En dehors des services traditionnels dont je vais parler de la police, de la gendarmerie nationale, des douanes, des eaux et forêts des forces armées togolaises, il y a des unités spécialisées qui ont été créés et dédiés exclusivement à la lutte anti-drogue. Les opérateurs postaux ont besoin d'être renforcés en termes de formation pour pouvoir collaborer de manière franche avec les forces de sécurité lorsqu'ils suspectent des envois ou en tout cas des colis suspects pour que les forces de répression puissent agir. En juin dernier, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a saisi et incinéré plus de 96 177,767 kg de produits illicites. Tout comme les stupéfiants, de nombreux produits licites et illicites font l'objet de trafic à travers le fret aérien et le courrier postal. La vigilance est donc de mise afin d'accompagner le gouvernement dans cette lutte acharnée. L'actualité, je vous l'annonçais tout à l'heure en début de journal, elle se joue aussi à Monrovia, capitale sous-régionale. Des mesures et réformes à mettre en place au lendemain de l'épidémie à virus Ebola. La rencontre s'est ouverte ce jeudi. Sur place, le chef de l'État, coordonnateur sous-régional de la riposte de la maladie, a été représenté à l'occasion par le Premier ministre commissaire Lamklassou. La cérémonie d'ouverture, le récit, Isidore Koumatine. Les mécanismes de riposte et les mesures idoines pour faire face à toute maladie infectieuse dans la sous-région ouest africaine nourrit les débats ici à Monrovia, capitale libérienne, frappée il y a 2 ans par la maladie à virus Ebola.
À cet important rendez-vous, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, coordonnateur régional de la riposte contre la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, a été représenté par le chef du gouvernement, Selom Komi Klassou. Il sera également question lors de ces assises de faire le point de la gestion de la riposte de l'épidémie d'Ebola, de mettre en œuvre des mesures et les réformes au lendemain de l'épidémie. Puis que nous puissions en réalité surtout identifier les grandes réformes que nous devons gérer à l'échelon sous-régional pour que plus jamais ce virus ne s'annonce. Pour nous sommes venus pour cela. Tous les acteurs ici présents ont salué le leadership du président Faure Gnassingbé dans sa mission de coordonnateur régional de riposte de la maladie à virus Ebola. Reste maintenant à chaque État de renforcer son système sanitaire. Le Togo, conscient de la porosité des frontières entre les États, notamment en matière d'épidémie, s'est engagé corps et âme dans la lutte contre cette maladie. La conséquence palpable de cet engagement est la décision des chefs d'État ouest-africains réunis en sommet extraordinaire le 7 novembre 2014 à Accra, au Ghana, de confier à leurs homologues togolais la coordination de la lutte à mener contre cette épidémie. Le chef de l'État togolais, dans sa mission de coordonnateur, avait déjà visité les pays les plus affectés et a apprécié les efforts louables de ces États. Il tient donc à saluer ici la détermination dont les uns et les autres ont fait preuve durant ces moments de dure épreuve en vue de circonscrire rapidement puis d'enrayer l'épidémie. Outre des milliers de pertes en vie humaine, la désintégration du tissu économique et la dégradation du taux moyen du produit intérieur brut qu'elle a engendré, la récente épidémie à virus Ebola nous a incité à plus d'humilité en démontrant l'extrême fragilité de nos systèmes de santé et la faible promptitude à la riposte qui en découle. Ces insuffisances ont été observées tant au niveau de nos États qu'à une échelle plus vaste. Aussi, nous devons en ce moment conjuguer les efforts pour faire de sorte que de cet atelier sortent des solutions idoines. Cette vision est également partagée par la présidente Ellen Sirleaf-Johnson, qui souhaite, tout comme ses pairs de la sous-région, le renforcement du système d'alerte et de surveillance, la mobilisation politique, institutionnelle, scientifique et communautaire. Ces initiatives diverses, éparses et variées sont issues de la bonne volonté et de la détermination d'institutions et de personnes de tous bords ayant le même idéal en partage et agissant comme un vaste individu collectif déterminé à soulager la souffrance humaine. Il s'agit d'États, d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, de sociétés savantes, de partenaires techniques et financiers, de la société civile, d'organisations caritatives, de chercheurs et que sais-je encore, dont nous saluons ici le sens de solidarité et de partage et d'échange. Il importe cependant d'avoir conscience de l'impérieuse nécessité
d'une synergie d'action dans un souci d'efficacité et d'efficience. C'est la raison même des présentes assises qui, outre un diagnostic précis et sans complaisance de la gestion de l'épidémie à virus Ebola, permettra au terme de fructueux échanges d'expériences de recenser les initiatives, les propositions et les recommandations, d'analyser leur pertinence et leur adéquation avec les réalités du contexte, de mettre sur pied un générique objet d'ajustement tenant compte des contingences locales, se doter d'outils d'évaluation. Le chef de l'État togolais a la ferme conviction que de cet atelier sortiront des solutions et des recommandations répondant aux critères ci-dessus évoqués. Il ne doute ni de la volonté, ni de l'expertise, ni de l'humanité des personnes constituant l'auguste assemblée ici réunie et dont le fruit du travail permettra à notre région de parer à de nouvelles éventuelles épidémies. En prélude à ces assises, le chef du gouvernement, Selom Komi Klassou, a remis à la présidente Hélène Sirleaf Johnson un message de son homologue togolais, Faure Gnassingbé, qui s'est impliqué activement dans la lutte contre le virus Ebola dans la sous-région et particulièrement dans les pays touchés. Et sachez également dans l'actualité que Consultation Afrique-Chine, l'USA sur la paix, la sécurité en Afrique, organisée par le Centre Carter au Togo, ces consultations ont pris fin ce jeudi. 2 jours d'échange et de partage d'expériences des experts en sécurité maritime, en prélude au prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique au Togo. Le compte rendu, Augustin Kossi avec Président Zinsouf. 48 heures de consultation Afrique, Chine, États-Unis pour la paix et la sécurité en Afrique, tenues dans la capitale togolaise, se sont achevées sur de bonnes perspectives. Les questions de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, la promotion de l'économie bleue dans la région, ainsi que la paix au Sahel ont retenu l'attention des experts et diplomates. Cette collaboration entre les États africains, la Chine et les États-Unis d'Amérique vient ainsi consolider les actions menées en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent. Les trafics de tout genre, le terrorisme, l'insécurité sur les côtes africaines ont été également évoqués. La Chine et les États-Unis entendent accompagner le Togo pour la réussite du prochain sommet de Lomé sur la sécurité maritime prévu le 15 octobre prochain. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et le développement en Afrique devra aboutir à l'adoption et la signature d'une charte sur la sécurité maritime et le développement. Et voilà qui nous amène également aux questions de l'environnement. C'est une mission régulière. Chaque 6 mois, eh bien, le PGICT, le projet de gestion intégrale des catastrophes des terres, fait la revue de ces différents projets en cours. L'exercice est renouvelé depuis ce matin à Lomé sous la houlette du ministère de l'Environnement. Quels sont donc exactement les projets examinés cette fois-ci? Viviane Souvi, Charlotte Moussime. 6e mission de suivi et d'appui de la Banque mondiale du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT. Des experts de la sous-région, du Bureau national et du siège à Washington vont évaluer l'état d'avancement du dit projet dans ses différentes composantes, à savoir la gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, les ressources naturelles, la passation de marchés et bien d'autres. Nous avons essayé de regarder un peu l'état d'exécution des activités. Nous avons eu aussi l'occasion de faire quelques visites sur le terrain et nous avons constaté que le projet commence par avoir des impacts positifs sur les populations, sur la vie des populations. En réalité aussi, il y a un niveau d'appropriation et d'engagement de la part de tous les acteurs clés qui est vraiment remarquable.
Pourquoi ceci est important? Parce que ça donne un niveau de confort concernant la pérennisation des activités qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet, et ça permet de capitaliser également sur les acquis du projet. La mission précédente recommandait entre autres la signature des contrats de marché liés au projet avant le 30 juin 2016, une recommandation prise en compte. Sur le terrain, des stratégies sont développées pour surmonter les difficultés. Il n'y avait pas une forte implication des structures déconcentrées du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Et ça a amené au niveau des reboisements à ce qu'on propose des plants qui n'ont pas encore atteint l'âge d'être plantés, ou également de proposer des plants qui ne sont pas adaptés au milieu. Et la stratégie, c'est d'impliquer fortement les structures déconcentrées de l'environnement pour être vraiment des conseillers par rapport aux questions de reboisement. La mission a débuté le 26 juillet et prend fin le 5 août prochain. Avec le PGICT, plusieurs actions ont été capitalisées. Le démarrage de la construction des casernes des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national, le don à ce corps de 5 ambulances, de 4 motopompes et des Zodiacs. La construction des caniveaux et ponts à Tévié et à Sokodé, des retenues d'eau pour les cultures de contre-saison dans les régions des savanes et maritimes, le système d'alerte précoce, le reboisement, la préservation des forêts sacrées et communautaires. Le PGICT prend fin en juin 2017. Notre deuxième titre ce soir, les bourses nationales. Beaucoup, vous le savez, avaient pu faire leurs études à partir de ces bourses, ici, au pays ou à l'extérieur. Eh bien, on parle à nouveau donc de cette aide de l'État à l'étude. La dénomination change, on ne va plus parler d'allocation d'aide, mais de bourse entière dès la rentrée prochaine. Mais tenez-vous bien, il faudra bien le mériter. Comment Boyote? Plus question d'allocation d'aide dans les universités togolaises. Désormais, il ne s'agira que des bourses qui seront attribuées aux étudiants en tenant compte du mérite. L'accès à ces bourses est subordonné au respect d'un certain nombre de critères fondamentaux. Des critères qui tiennent bien entendu compte des besoins vitaux, de la pauvreté, de la situation difficile de l'étudiant, mais surtout de l'excellence. Cette nouvelle politique d'octroi de bourses est à l'étude en vue de sa validation. Quand on est passable, donc on n'est pas excellent. Mais nous, ce dont nous avons tenu compte, c'est que celui qui a la mention assez bien, bien et très bien, eh bien, on les met dans la catégorie de l'excellence. Bien que l'excellence, en principe, se note à partir de 18. Vous voyez? Donc c'est un peu la démarche que nous prônons. Dans les documents que nous soumettons pour le nouveau bachelier, le critère d'âge c'est 22 ans. Ce qui veut dire qu'un étudiant, un nouveau bachelier qui a le bac à 22 ans au plus, et qui a les mentions que nous avons citées mériterait donc une bourse d'excellence. C'est donc une démarche du gouvernement pour impulser une nouvelle dynamique à la recherche d'une formation de qualité au service du développement socio-économique. Il faut donc organiser cela systématiquement afin de mieux assurer la meilleure allocation des ressources. L'État ne pourra pas satisfaire tous les étudiants de ce point de vue-là. Mais les ressources mobilisées sont déjà très importantes. Et l'État continuera de faire toujours mieux. C'est pour cela qu'il faut impliquer tout le monde, de façon à une meilleure prise en charge des études pour tous. Une fois adoptée, cette politique de bourse prend effet à partir de l'année académique 2016-2017. Pour les étudiants bénéficiaires d'une bourse pour des études à l'extérieur du pays, obligation leur est faite de revenir servir le Togo, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur. Les non-boursiers pourront eux aussi bénéficier d'une assistance ponctuelle sur la base de l'excellence.
À l'étranger, Hillary Clinton fera une bonne présidente, une grande présidente fascinée. Barack Obama, président des États-Unis, il s'exprimait hier à la tribune démocrate, à la convention démocrate à Philadelphie. Il s'est livré à un véritable plaidoyer en faveur de la prétendante à la Maison-Blanche. C'est rare là-bas, une franco-américaine figure en bonne place dans l'équipe de campagne de Hillary Clinton. Elle s'appelle Laetitia Garriveau de Cailleux. Regardez. Clinton. Devant les caméras du monde entier, il y a le show millimétré. Mais dans les rues de Philadelphie, en marge de la convention démocrate, un autre cérémonial a pris place. Un travail que Laetitia Garriott, franco-américaine de 38 ans, brillante chef d'entreprise passée par Harvard, a bien voulu nous dévoiler. La convention, c'est pour les grands speeches, mais il y a aussi énormément de travail, le travail de l'ombre qui se passe dans les hôtels de la convention. Donc là, je viens de quitter l'un des hôtels de la convention et je vais vers un autre hôtel pour un autre rendez-vous. Depuis lundi, Laetitia mène une mission stratégique, convaincre les patrons de miser sur la candidate Hillary et de financer sa campagne. Un travail de lobbying qui s'opère à chaque coin de table. Du coup, vous n'arrêtez jamais, même entre deux rendez-vous, vous parlez encore de Hillary? Oui, partout, parce que cette ville, Philadelphie, est remplie de personnes qui vraiment veulent voir leur pays avancer et pas retourner au Moyen-Âge, qui est ce que Trump nous propose. Si Laetitia ne mâche pas ses mots contre le candidat Trump, c'est aussi parce que le businessman plaît beaucoup auprès des chefs d'entreprise. Alors Laetitia multiplie aussi les interventions sur les réseaux sociaux. Pour convaincre, elle mise sur son histoire personnelle, sa rencontre avec la candidate, qu'elle conserve précieusement en mémoire. Cette photo, c'est à Brooklyn, le jour où on a su que mathématiquement, ça y est, elle était la candidate du Parti démocratique au présidentiel américain. Donc c'était un jour de célébration énorme. Et évidemment, j'étais là avec ma casquette Entrepreneurs for Hillary. C'est une grande travailleuse, donc elle travaille très très dur. Et donc elle attend évidemment le même de ses équipes et des gens qui sont autour d'elle. Laetitia compte bien d'ailleurs redoubler d'efforts dès la fin de la convention, en prenant elle aussi la route aux quatre coins du pays pour convaincre les électeurs de miser sur son héroïne. Autre sujet évoqué maintenant, une nouvelle baisse sur les prix du carburant à la pompe. Les nouveaux prix seront affichés dès demain, 29 juillet 2016. Je vous donne d'ailleurs in extenso lecture du communiqué annonçant ces nouveaux prix. Le ministre d'État, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement, le ministre des Mines et de l'Énergie et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme communiquent donc à compter du 29 juillet 2016 à 0 heure, les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo seront fixés comme suit en francs CFA. Super sans plomb 433 francs, pétrole lampant 386 francs, gasoil 435 francs, mélange de temps 539 francs. Je vous reprends donc ces prix. Super sans plomb 433, pétrole lampant 446 francs, gasoil 435 francs, mélange de temps 539 francs. Voilà donc les nouveaux prix qui seront affichés à partir de demain 29 juillet à 0 heure. Il est 20h28 maintenant, les sports de chaque jeudi dans cette édition. Le même rendez-vous avec le même homme, Claude Amand. Bonsoir. Bonsoir Gerson. On vous retrouve avec plaisir. Et l'association Concordia, RSM de l'église évangélique presbytérienne du Togo, fait ses 15 ans d'existence. À l'occasion, il y a eu la finale du tournoi consacré à l'événement. 8 chorales de cette église de la région ecclésiastique sud-maritime ont pris part à cette compétition remportée par la zone 7 qui a battu à l'épreuve des tirs au but la zone 6 par 5-4, 0-0 lors du temps réglementaire de la finale. Champion. Malgré la rage de vaincre de part et d'autre, la zone 6 en maillot jaune et celle 7 en bleu de la région ecclésiastique sud-maritime de l'église évangélique presbytérienne du Togo n'ont pas pu se départager. 0 but partout au thème de cette confrontation finale de la coupe spéciale 15 ans de l'association Concordia RSMA.
ce qui renvoie de facto les deux formations à la fatidique épreuve des tirs au but, où la zone 7, plus à droite, a réussi 5 tirs contre 4 pour son adversaire zone 6. La compétition vise à resserrer les liens de fraternité et de cohésion entre les grandes chorales de temples de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Nous avons choisi le football parce que c'est une activité qui unit les jeunes. Et étant donné que les chorales sont composées de jeunes, nous avons pensé que c'est une activité qu'il faut organiser pour pouvoir encore mettre l'accent sur l'union et la fédération et la concorde entre les jeunes des chorales du temple de notre église. Le bilan est très satisfaisant, je suis très satisfait de cela et nous pensons que nous avons réédité. L'année prochaine, ça sera le camp séminaire. Avant la finale, le match de classement a été remporté par la zone 4 en rouge qui a défait au tir au but la zone 5, 5 tirs à 3. Un but partout à la fin du temps réglementaire. À l'issue de cette compétition, le vainqueur zone 7 a été récompensé. Voilà pour votre deuxième sujet ce soir. On reste avec le sport roi, bien entendu, pour boucler cette page des sports. Au menu, le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, la finale de la Champions Cup aux États-Unis et le transfert de l'Argentin Gonzalo Higuaín. Troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'AS Monaco a courbé les Chines en Turquie face à Fenerbahçe 2-1 avec un doublé du Nigérien Emmanuel Amunike. Champions Cup aux États-Unis, le PSG bat le Real de Madrid 3-1. Enfin, le transfert de l'Argentin Gonzalo Higuaín de Naples à la Juventus divise l'Italie. 2-1, Emmanuel Amunike, le Fenerbahçe vous salue bien. Opposé à Monaco au troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions, le club turc l'a emporté grâce à son attaquant nigérian. 39e minute lancé par Simon Kjær, Emenike élimine Jemerson puis Badachile pour ouvrir le score. 3 minutes plus tard, Nabil Dirar cherche Germain et Falcao en profondeur. Devancé par le portier turc, le Colombien profite d'une mésentente de la défense tombouillotte pour égaliser avant la pause. En seconde période, l'ancien parisien Grégory Van der Ville adresse un centre parfait pour la non moins parfaite volée d'Emmanuel Emenike. Défaite 2-1, Monaco n'a pas hypothéqué ses chances de voir les barrages de la C1. De son côté, le Celtic ramène un nul à 1-1 de son déplacement à Astana. Rosenborg s'impose 2-1 face à l'Apoel Nicosie. Enfin, un match nul et vierge entre l'Olympiakos et Beersheva. Unai Emery et le PSG enchaînent une deuxième victoire lors de l'International Champions Cup. Un succès de prestige 3-1 face au Real Madrid. Les Parisiens ouvrent le score dès la deuxième minute grâce à Jonathan Ikoné qui profite de la passivité de la défense madrilène. Thomas Meunier, l'une des recrues estivales du PSG, inscrit ensuite un doublé. Madrid réduira l'écart avant la mi-temps grâce à un pénalty de Marcelo. Le champion de France conclura sa tournée aux États-Unis dimanche face à Leicester. Ils étaient nombreux à Turin pour offrir un accueil de rockstar à Gonzalo Higuaín. L'Argentin a transféré 90 millions d'euros de Naples à Turin affole les tifosi qui se remettent à rêver de Ligue des Champions. Adesso una nuova avventura e bueno, speriamo che va tutto bene. Punti alla Champions con questa maglia? Speriamo. Ora dobbiamo fare tutto tranquillo, allenarmi e arrivare nella migliore maniera alla prima giornata. Sei contento di poter giocare con Paolo Dybala? Sì, certo. Quindi adesso dobbiamo sfruttare. Un saluto a questi tifosi. Saluto. Mais un peu plus au sud de l'Italie, le nom d'Higuaín provoque l'ire des supporters napolitains. Maillot, écharpe, ce qui rappelle l'ancien avant-centre est brûlé ou habille désormais les poubelles de la ville. Certains tifosi ont même choisi des manières plus radicales d'accompagner Higuaín chez le grand rival. Signore e signori, ecco che accompagniamo Gonzalo Higuaín a Torino. Vai Gonzalo, viaggia Gonzalo, viaggia verso la Juventus Stadium. Eccolo qui, Juventus Stadium. Vai Gonzalo, vai! Vola! Higuaín, héros à Turin, traître au Napoli. Pas sûr que l'Argentin reçoive un accueil très chaleureux lors de son retour en campagne le 2 avril prochain, lors de la 30e journée de Serie A.
Le football, c'est aussi ça. Ce sera tout pour votre page des sports de ce soir. Un rendez-vous samedi dans sport et détente. Merci beaucoup, Claude Amand. Quelques communiqués avant de boucler cette édition du soir. Communiqué de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication portant autorisation de parution du journal La Nouvelle. Vu la constitution du 14 octobre 1992, considérant que le 14 juin 2016, le directeur de publication du journal La Nouvelle a adressé à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication une correspondance demandant la reprise de la parution du dit journal sous sanction de l'instance de régulation des médias depuis 2013, considérant que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en sa séance plénière du 27 juillet 2016 a examiné la lettre du directeur de publication du journal La Nouvelle au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment de l'article 58 de la loi organique numéro 2004-021 du 21 décembre 2014 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication modifiée donc par la loi organique numéro 2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique numéro 2013-016 du 8 juillet 2013, considérant que M. Bonero Lawson Betum, directeur de publication du journal La Nouvelle, a pris l'engagement de respecter scrupuleusement la déontologie et l'éthique qui régissent le métier de journaliste. Décide donc, article 1er, le journal La Nouvelle est autorisé à paraître. Article 2, la présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et abroge toute disposition antérieure. Elle est notifiée au directeur de publication du journal La Nouvelle. Elle est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise. Les responsables des agences de communication de production d'œuvres audiovisuelles ou écrites, de supports, de publicité sous toute forme, d'affiches, des vidéoclubs, des cinémas et chaînes de télévision opérant sur le territoire national sont invités à une séance de travail de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication le mardi 2 août 2016 à 10h, vu l'importance de l'ordre du jour de la rencontre, la présence des responsables visés et vivement sollicités. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique porte à la connaissance des cinéastes togolais que la 47e édition du Festival international du film de l'Inde se déroulera du 20 au 28 novembre 2016 à Goa, en Inde, sous le parrainage de la Fédération internationale de l'Association des producteurs de films. À cet effet, le ministère invite les producteurs et les réalisateurs de films togolais désireux de prendre part au dit festival à s'inscrire directement sur le site internet suivant www.ifi.nic.in. Tout renseignement s'adresser à la Direction nationale de la cinématographie 6 au 47 avenue des Nations Unies à Lomé. Vous pourriez consulter ce communiqué dans le quotidien national de Togo Presse. Enfin, le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique porte à la connaissance du public que la sélection nationale de films pour la 16e édition du festival Clap Ivoire 2016 se déroule ce vendredi 29 juillet 2016 à 8h dans la salle de conférence de Sazov. À cet effet, le ministre invite les professionnels du cinéma, les cinéphiles et le public à prendre massivement part à la dite cérémonie. Et ce rendez-vous, pour terminer ce rendez-vous, tout à l'heure sur notre antenne à partir de 21h, Togo en marche comme tous les derniers dimanches du mois, tous les derniers jeudis du mois Voilà, j'y suis arrivé. Togo en marche tout à l'heure à partir de 21h sur le thème l'urbanisation à l'épreuve de l'exode rural et le Togo dans la gestion des risques et catastrophes. Rendez-vous tout à l'heure avec Adolphe Paka et Pierre Soussoupan. Voilà qui me font à cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.